Bonjour, je m'appelle Mélissa Rossi. J'ai enregistré cette vidéo dans le but de présenter mes travaux de thèse aux non-initiés. Cette vidéo est faite pour les personnes pour qui cryptographie post-quantique n'évoque pas grand-chose et qui se disent « La pauvre, elle a fait des maths et des algorithmes pendant 3 ans ». J'ai l'habitude de cette réaction épidermique, alors que pourtant, la cryptographie est en fait un domaine passionnant. C'est la science des messages secrets. Elle est présente partout autour de nous dans nos systèmes numériques. Nos téléphones, nos montres, nos cartes bancaires, nos cartes d'identité ou nos équipements de santé. On peut symboliser toute cette cybersécurité par un gros trousseau de clés que l'on garde précieusement. Ces clés vont nous permettre de protéger notre vie et nos informations privées, nos communications, ou même notre identité. Ces clés sont stockées sous forme d'éléments mathématiques dans nos objets numériques. Leur accès est souvent protégé par des mots de passe ou des codes PIN. Ce trousseau permet d'effectuer des opérations que seulement nous pouvons effectuer, comme retirer de l'argent par exemple. Ces opérations utilisent des algorithmes cryptographiques que l'on appelle asymétriques. Ils sont ici représentés par des serrures. Retenons qu'un algorithme cryptographique ne fonctionne que si on lui donne la bonne clé. Et sans la clé, seulement en regardant les paramètres publics de l'algorithme, personne ne peut refabriquer la clé correspondante en un temps raisonnable. Donc, notre trousseau et nos appareils numériques semblent protégés. Pour l'instant. La grande majorité de nos systèmes utilisent un nombre restreint de techniques, 2 pour être exact. Il y a le problème de la factorisation des entiers et le problème du logarithme discret. La sécurité vient du fait que nos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour les résoudre en un temps raisonnable. Mais qu'en sera-t-il demain? On n'a pas tellement de certitude sur la sécurité de ces techniques dans le futur. Par exemple, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, un ordinateur super puissant sera créé et il pourra fabriquer les clés correspondant aux serrures en un clin d'œil. Je parle des ordinateurs quantiques. Rassurez-vous, malgré les annonces prometteuses de laboratoires de recherche en informatique quantique comme ceux de Google ou d'IBM, l'avancement de la technologie est aujourd'hui encore très loin d'arriver à menacer la cryptographie. En plus de la menace quantique, étudier de nouvelles techniques permettrait aussi d'autre part d'arrêter une certaine monoculture. Ça permettrait de diversifier les systèmes de manière à ce que tout ne tombe pas en rade en même temps le même jour. Ma thèse s'inscrit dans cette volonté internationale de diversification des systèmes cryptographiques asymétriques pour éviter des attaques futures. Il y a même une compétition internationale lancée par un organisme de standardisation, le NIST. Le but est de pouvoir donner aux entreprises et aux États de nouvelles serrures certifiées par un consensus de la communauté scientifique. Parmi les possibles nouveaux systèmes a priori résistants aux attaques futures, il y a plusieurs techniques candidates qui utilisent à chaque fois des problèmes mathématiques différents. Ma thèse s'est majoritairement focalisée sur les réseaux euclidiens. Ce sont des structures mathématiques géométriques discrètes qui correspondent à des points à intervalles réguliers. Sur cette structure, le fait de trouver la distance minimale entre 2 points dans le cas général est considéré comme un problème difficile. Sur ce dessin en 2 dimensions, on ne comprend pas comment ça peut être difficile puisque c'est assez facile à voir. Mais en cryptographie, cette structure est utilisée en grande dimension, et le problème devient alors très difficile. On tire parti de cette difficulté pour concevoir de nouveaux systèmes cryptographiques asymétriques qui paraissent bien sécurisés à l'heure actuelle. En fait, la cryptographie, même post-quantique, ne donnera jamais de sécurité inconditionnelle. La sécurité d'un système cryptographique dépend toujours d'un certain nombre d'hypothèses. Celles-ci comprennent bien sûr la difficulté d'un problème mathématique, comme celui présenté précédemment, mais il faut aussi prendre en compte le contexte d'utilisation. En anglais, le titre de ma thèse est « Extended Security of Lattice-Based Cryptography ». Cryptographie, ça correspond à notre système clé-serrure. En anglais, lattice veut dire réseau euclidien. Quand on parle de sécurité, on se demande en général est-ce qu'on peut retrouver la clé sans y être autorisé. Et extended ici veut dire que l'on considère des contextes d'utilisation pratiques et non pas seulement la théorie.
Plus précisément, dans ma thèse, je décortique plusieurs cas d'utilisation et je montre qu'il faut des protections supplémentaires dans certains cas. Les techniques utilisées sont assez récentes, elles datent tout au plus d'il y a 20 ans. Il y a donc plein de contextes à étudier, tout un champ vierge à débroussailler. Considérons une utilisatrice qui veut protéger ses communications et données personnelles en utilisant des algorithmes fondés sur les réseaux euclidiens, Olivia. Et une hackeuse, Mathilde, qui veut attaquer la clé privée d'Olivia pour obtenir toutes ses données personnelles. Voici un premier scénario. Je considère que les attaquants ont accès physiquement au système. Ils peuvent l'avoir en main, comme une carte bleue par exemple. Ils peuvent mesurer le courant électrique qui y rentre, leur température, les ondes électromagnétiques qui émanent du système, ou même les pointer avec des lasers. Cette famille d'attaques s'appelle les canaux auxiliaires. C'est un peu comme si Mathilde pouvait mesurer le bruit qu'Olivia fait quand elle met sa clé privée dans la serrure. Grâce au bruit et à des calculs, elle va réussir à refabriquer la clé privée d'Olivia. Pour parer à cela, on pourrait utiliser une technique de protection appelée masquage, qui consiste à ajouter des leurres dans les algorithmes. Par exemple, au lieu d'avoir un seul algorithme, on va en faire tourner 5 en même temps. En mettant les 5 clés dans les 5 cadenas en même temps, il y a trop de bruit mélangé et Mathilde n'arrivera pas à retrouver la clé. C'est en général coûteux en ressources et cela nécessite des preuves de sécurité. Avec mon équipe, j'ai prouvé formellement que si la précision de mesure n'est pas en dessous d'un certain seuil, personne ne peut retrouver la clé privée. Voici un deuxième scénario qui a été étudié dans ma thèse. Selon les opérations à faire et selon les valeurs des nombres manipulés, l'algorithme va prendre un certain temps pour faire ses calculs. En mesurant le temps que met l'algorithme, on peut parfois retrouver le secret. Par exemple, Mathilde peut mesurer le temps que la clé d'Olivia met à tourner dans la serrure avec une grande précision. Elle ne connaît pas la clé, mais elle peut comparer le temps obtenu avec celui d'autres personnes dont elle connaît la clé. Selon le temps qui est mis, Mathilde arrive à en déduire des morceaux de la clé et parfois tout retrouver. Pour se protéger contre cette attaque, nous avons modifié les algorithmes de manière à les rendre isochrones. Nous avons fait en sorte que l'algorithme mette le même temps à chaque fois, ou plus précisément, que le temps d'exécution ne dépende pas du secret. C'est comme si Olivia décidait de s'accorder avec tout le monde pour que tout le monde mette très lentement à insérer et tourner la clé, avec un temps fixe à chaque fois. Comme vous le voyez, c'est aussi légèrement plus coûteux en temps, mais les attaques par mesure de temps sont très fréquentes et il est donc crucial de s'en prémunir. Les réseaux euclidiens n'étaient pas bien adaptés à ces contre-mesures et nous avons dû trouver et utiliser des nouvelles techniques pour les protections. Maintenant, voici un troisième scénario. Une particularité des réseaux euclidiens vient du fait qu'avec une faible probabilité, les algorithmes peuvent échouer. Dans ce cas, il suffit de réessayer. Mais ces bugs donnent de l'information sur le secret. Nous considérons une attaque où l'attaquant peut sursolliciter les algorithmes de manière à les faire bugger volontairement. C'est comme si Mathilde envoyait plein de cadenas fermés à Olivia qui s'efforce de tous les ouvrir. Au bout d'un moment, il va y avoir un échec. Avec mes co-auteurs, on a prouvé qu'à partir d'un seul échec, l'attaquante est capable de faire le lien entre le bug, le message envoyé, et la clé secrète attaquée. Si elle a accès à une forte puissance de calcul, elle va pouvoir finalement récupérer la clé attaquée. En conclusion, ma thèse a aussi abouti à la création d'un outil qui permet de jauger la sécurité d'un système en fonction de son utilisation. On lui donne les paramètres de l'algorithme et on obtient une première sécurité. Si cet algorithme a subi des attaques physiques et que l'on arrive à les quantifier dans une certaine mesure, notre outil peut mesurer la perte de sécurité. Si cet algorithme est aussi susceptible de subir des attaques par calcul de temps, de la même manière, notre outil va mesurer la perte de sécurité. Aussi, si notre algorithme a subi des échecs, on peut encore diminuer sa sécurité.
L'avantage, c'est que l'outil peut gérer plusieurs types de fuites à la fois. Il peut aider les attaquants ou cryptanalystes pour diminuer leur force d'attaque. Il peut aussi aider les concepteurs pour évaluer les risques et la protection à mettre en place. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que les idées générales de ma thèse ont été claires. N'hésitez pas à me contacter ou à parcourir ma thèse si vous souhaitez plus d'informations.